Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. 1er février aujourd'hui. Oui. Bonjour Luc Alphand, vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous nous entendez, vous êtes à distance. Oui. On va parler avec vous des championnats du monde de ski alpin. Qui ont lieu en France. Bah oui. Voilà. Oui. Vous savez que j'ai mon chamois. Luc Alphand, même journaliste sportif. Qu'est-ce que vous écririez sur votre passeport s'il y avait profession? Parce que est-ce qu'on reste skieur, ancien champion à vie, ou aujourd'hui vous vous définissez effectivement comme journaliste sportif? Alors, journaliste sportif, je ne sais pas. En tout cas, consultant, ça c'est sûr. Ouais. Et en plus, pas seulement dans le ski alpin, je fais aussi le rallye Dakar avec France Télévisions. Mais j'ai l'impression que j'ai aussi plusieurs métiers dans ce que je fais autour du ski et de la voiture. Donc, parce que j'ai été ou soit pilote ou team manager, en tout cas, voilà, plein de métiers différents. Et c'est ça qui est sympa sur une année. Les meilleures sensations, vous les avez eues au ski ou au volant? Écoutez, je pense que mon cœur, il est à la montagne. Donc, en sensation pure, je pense qu'en descente, il y a vraiment un grand plaisir. Et ça, c'est toujours bien d'aller vite et puis de se sentir. Vous savez, en skieur, on est une combinaison, on n'est pas beaucoup équipé. Et donc, on sent tout de suite la vitesse et on est beaucoup plus exposé à cette sensation qui est quand même assez bonne. Et en voiture aussi, vous savez, quand vous roulez à 300 km/h aux 24 heures du Mans, vous vous sentez plus protégé parce que vous êtes dans l'habitacle d'une voiture, mais enfin quand même, il y a toujours cette sensation de vitesse. Ou même rouler à 200 km/h dans un désert que vous ne connaissez pas aussi, ça c'est assez grisant. Dangereux, mais grisant. Ouais, bah on voit votre goût du risque et de la vitesse et du risque. Vous avez eu évidemment le gros globe de cristal 30 ans après Jean-Claude Killy et 24 ans avant Alexis Pinturault. On va parler de ces championnats du monde avec vous dans un instant. Je vous ai dit que j'avais mon chamois. Vous en avez rien à faire, je m'en fous complètement. J'ai mon chamois. J'ai pas la carrière du Calfon. Non, vous auriez pu. Vous auriez pu. Vous skiez, vous? J'ai beaucoup skié parce que j'ai habité au Canada, figurez-vous. Donc, oui. Vous avez une étoile? Non, plus. C'était pas le. À à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Allez, on va revenir sur le ski dans un instant et sur ces championnats du monde qui vont être diffusés sur France Télévisions à partir donc du 6 février. Beaucoup de choses. France 2, France 3, France 4. Absolument. Et on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, vous avez vu que la bataille des retraites se joue dans la rue, mais aussi à l'Assemblée. L'attitude des Républicains est plus qu'incertaine sur le vote. Suspense. Hier, le directeur de la rédaction du Point, Étienne Giernel, les a raillés dans le quotidien. Je parle des Républicains. Vous vous souvenez quand même, au moment de la présidentielle, la primaire des Républicains, ils étaient tous pour la retraite à 65 ans, sauf Xavier Bertrand qui était à 64 et légèrement en dessous. Et maintenant, il n'y a plus personne quasiment. Tout le monde se carapate. Ils n'ont pas fait preuve d'un très grand courage. Comment vous ces dernières semaines? La trouille, c'est tout. La trouille, c'est une réforme qui est impopulaire, qui est difficile à faire passer. C'est pas pour rien que tout le monde se casse les dents dessus depuis 1991. Et eux, ils se disent tout simplement, on va jouer les supplétifs de Macron, on va prendre la peine politique et n'en avoir aucun intérêt. Voilà, donc réforme des retraites. Vous avez peut-être entendu Sandrine Rousseau qui ironisait en disant est-ce que le président de la République s'est préoccupé de la retraite d'Mbappé? La retraite, vous l'avez prise assez tôt. Comment ça se passe pour les sportifs? Vous savez, on a du mal dans certains sports à préparer la retraite parce qu'on est concentré sur son activité. On est à 105% dans ce qu'on fait. Alors tout dépend un peu du sport qu'on pratique. Nous, la difficulté dans le ski alpin, c'est que la neige, on est obligé d'aller la chercher et c'est pas facile de préparer une reconversion, professionnelle parce qu'on est tout le temps sur la route et c'est vraiment difficile simple que peut-être un nageur ou quelqu'un qui fait un sport collectif qui peut-être a un peu plus de temps pour préparer une reconversion. Donc on pense seulement gagner et en espérant que les résultats soient la meilleure porte de sortie. C'est un peu ce qui m'est arrivé, mais c'est vrai que si on réussit pas, c'est un peu compliqué. Alors nous, dans le ski alpin, on peut toujours être moniteur de ski, entraîneur, mais pour vraiment préparer un métier en tant que tel, c'est loin d'être simple. Mais vous ne pouvez pas prendre votre retraite avant 50 ans ou avant 60 ans. Vous n'avez pas un régime spécial. Non, justement, et je pense qu'au niveau des
des trimestres, enfin c'est pas des trimestres, mais des années de sportifs de haut niveau et c'était pas pris en compte à l'époque. Et là, je pense que ça a évolué un tout petit peu ces dernières années, mais nos années d'activité, elles sont vraiment très mal prises en compte et c'est assez compliqué. Donc on sera forcément obligé de travailler plus longtemps. Toujours dans le quotidien, Valérie, ils ont repéré cette perle de BFM, BFM qui a interviewé un jeune Manès de 15 ans, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a tout d'un grand Philippe Martinez avant l'heure. Il a 15 ans, il a la même technique que les syndicalistes en interview, il ne paye pas de points dans les phrases, il ne s'arrête jamais, il est incoupable, c'est un cauchemar. Le but du gouvernement, c'est de nous mettre au travail, au service du capital, le plus vite possible, avec la réforme de Parcoursup et des lycées professionnels qui met les lycéens le plus tôt possible au travail, mais aussi de faire travailler beaucoup plus longtemps, 2 ans de plus. Un bulldozer à 15 ans, imaginez-le dans 10 ans, il aura 25 ans. Le gouvernement peut perdre des alliés parce que je rappelle qu'un jour de grève générale, ça coûte 1 à 2 milliards. 1 à 2 milliards au patronat. Donc on va faire plier Macron et on est très très déterminés. Retenez son nom, il s'appelle Manès Nadel. Ça vous fait rire, Lucas Alphonse? Un tout petit peu, je pense, de parler d'épuisement au travail avant d'avoir travaillé, je pense que c'est déjà assez... C'est vrai qu'il est assez étonnant. Vous regardez les infos? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Alors écoutez, là j'étais au Paris-Dakar, après ensuite j'étais au Canada. Là je suis rentré hier, donc j'ai du mal à suivre le fil de l'info, mais c'est vrai que je regarde les infos pour s'informer et puis pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. C'est assez... je veux dire, je pense que c'est pas bien de se déconnecter complètement de ce qui se passe dans notre monde. Donc oui, je regarde les infos, je regarde un peu tout. Je regarde le sport, bien sûr, et puis après les actualités en général. Est-ce que vous avez regardé la famille Pélissard? Pas forcément. Alors sachez que la famille Pélissard, c'est une famille nombreuse qui était sur TF1. On l'a filmé au jour le jour avec ses 9 enfants. Eh bien, la famille Pélissard a décidé de se lancer dans le porno sur un site qui s'appelle OnlyFans. Où chacun peut publier des photos nues ou des vidéos nues. Et évidemment, ils font polémique. TPMP en fait évidemment un feuilleton. Deuxième épisode hier. Ils ont fait face avec leur fils, leur grand-fils de 17 ans. Je sais que ça vous révolte, Valérie. Leur grand-fils de 17 ans qui était là, à une Géraldine Maillet très remontée. Mais la Pélissard ne s'est pas laissé faire. En fait, vous avez une misogynie féminine, vous, on a déjà remarqué. Si, au fil des épisodes, au fil des émissions, on voit bien que vous avez une misogynie féminine. Horrible. C'est vous qui avez besoin de consulter, vraiment. Mais nous, on va très bien, en fait, c'est vous qui montez tout en épingle sur les réseaux sociaux et qui alimentez la haine avec vos débats à la con. Juste une maman aujourd'hui qui dit, en gros, on met pas les godes là et on met les fouets là, et ben je trouve que c'est pas normal. Mais alors, normal de dire ça sur un plateau de télé. Les parents n'ont pas de sexualité. Vous savez combien de parents défisexuels ont des fouets ou des godes sur un plateau de télé? 2 millions de personnes, il a des codes d'école. Mais il se fait pas emmerder à l'école, lui. Justement, Léo. Léo, écoutez, moi je doute de votre bienveillance, parce que vous avez une animosité qui se reflète sur votre visage. Ça vous énerve, hein, Non, c'est pas ça. Moi, j'ai suivi et je suis ça. Je trouve ça fascinant, mais de mettre ce pauvre gamin là, c'est un peu sidérant. Vous regardez Cyril Hanouna, vous regardez ces émissions? Non, pas du tout. Je regarde pas du tout ces émissions et je trouve aussi, alors Valérie, comme vous, là, que c'est un peu hallucinant. C'est sidérant. J'allais dire, c'est un peu la dérive. La dérive des réseaux sociaux, c'est loin d'être d'être évident et ça pousse des gens à faire un peu n'importe quoi. Et de la télé-réalité aussi, hein, parce que je réfléchissais, ils sont arrivés dans Famille XXL, c'est pas par hasard non plus. Non. Et c'est un peu la dérive on vous a jamais proposé un porno ou au moins le calendrier des non mais ou un calendrier des sportifs. Non mais je pose la question. Ouais. Non, alors des calendriers en photo, j'allais dire loin d'être nu, mais oui, on a eu fait. Mais non, jamais de porno, non, j'avais pas pensé à ça non plus. Et on vous a proposé des émissions de télé, Danser avec les stars ou autres? Oui, alors donc Lost, quelques-unes, mais j'ai pas eu le temps, non, j'ai jamais eu le temps de le faire. Et en plus, je pense que ce serait pas tellement... je sais pas, Koh-Lanta aussi on avait proposé parce qu'il y avait une série avec les célébrités et les sportifs. Déjà il faut avoir du temps parce que Koh-Lanta c'est 5 semaines
Et non, je suis pas tellement dans ce jeu-là. Et puis, non, j'aurais peut-être pas accepté. Surtout pas la danse avec les stars. Je danse comme un manche. Danse sur des skis. En revanche, vous étiez venu pour ce que vous aviez fait sur RMC Découverte. Oui, absolument. C'était Top Gear, c'est ça? Top Gear, oui. Absolument. Top Gear, l'émission, mais ça, c'était un peu différent. Pas de la télé-réalité. Non, c'est pas de la télé-réalité. Absolument. Gilles. Témoignage émouvant hier de Christophe Willem sur le harcèlement qu'il a vécu quand il était à l'école, où les surveillants même de l'établissement ne faisaient rien. Il était coincé dans sa solitude face aux brimades. C'était un témoignage fort hier. Quand vous êtes un enfant harcelé comme ça à l'école, le plus violent, en fait, c'est la solitude. Je pense le truc qui vous marque beaucoup. Parce qu'après, les coups, les insultes, c'est terrible, hein, ce que je vous dis. Mais quand vous êtes petit, au bout d'un moment, vous dites, bon, bah, c'est une journée de plus. Donc voilà. Moi, j'ai redoublé la 5e en plus. C'était le drame. Le drame, c'était de rester une année de plus, en fait. Mais c'est vrai que le plus difficile, c'est la solitude. Vous avez des surveillants qui vous disent, ouais, mais en même temps, c'est vrai que t'es un peu efféminé. Et donc en gros qui vous explique qu'est-ce que tu veux qu'on dise, si tu te fais frapper il y a un peu de vrai dans tout ça. Enfin c'est hallucinant. En plus vous n'avez pas de sexualité, moi j'avais pas de sexualité en 11 ans. Et puis vous rentrez le soir et vous vous racontez pas. Vous voulez pas arriver à la maison et dire ouais à l'école on dit sale pédé ou machin. Donc vous inventez tout un tas de trucs. Moi je disais des fois j'étais tombée. Voilà, et on reste avec Christophe Willem évidemment qui a écrit une chanson sur le sujet qui s'appelle Je ne tomberai pas. Je tomberai pas dans le panneau à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, où tu brilles, où tu perds. Je tomberai pas dans le panneau. Je serai personne sur le corps. Voilà, Christophe Willem. On va tout de suite passer à la pub et on se retrouve avec Luc Alphand dans un instant pour parler des championnats du monde à Courchevel, à Méribel. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, on est ravis de le recevoir, un grand champion, Luc Alphand, avec nous et qui sera sur France Télévisions du 6 au 19 février pour les championnats du monde de ski alpin, Courchevel-Méribel. Est-ce qu'on a des chances, Luc Alphand ? Bien sûr qu'on a des chances. Ouais. Déjà, on sera à domicile. Les derniers championnats du monde, c'était à Val d'Isère en 2009. Ouais. Et là, on a, j'allais dire quand même, dans pas mal de disciplines, des garçons qui sont assez bons. On a notre doyen, à 42 ans, Johan Claret, là, qui encore vient de finir second en Coupe du Monde. Alors on a, il ne faut pas oublier Alexis Pinturo. On a Clément Noël qui a remporté le dernier slalom, qui était un peu en difficulté en début de saison, mais qui est quand même champion olympique en titre l'année dernière à Pékin. On a Tessa Borlée, on en a d'autres aussi, parce qu'on adore les surprises. Donc c'est ça qui est bien aussi dans le sport. Donc on arrive avec des leaders, on arrive avec des chances et puis à domicile, j'espère que ça marchera bien. Ouais, qu'est-ce que vous portez justement, vous évoquiez Johan Claret, 42 ans, c'est quoi? C'est un surhomme? Parce que 42 ans, c'est tard pour être... Oui, c'est vraiment très tard. Il y a beaucoup de coureurs qui ont continué jusqu'à 37, 38 ans. Et vous savez, dans une discipline, la descente, où en plus on prend des risques, c'est ça, c'est cette partie-là qui me fascine le plus, cette envie encore d'aller vite, de prendre des risques, de se mettre un peu en danger. Parce que la partie entraînement, elle est compliquée, elle est longue. Vous savez, un skieur, il s'entraîne 6 mois pour courir 4. Et quand on commence au mois de juin, garder cette motivation de retourner s'entraîner comme ça avec les autres, avec des jeunes de 20 ans, parce qu'ils courent avec mes gamins, donc je pense que presque on aurait pu courir ensemble. Ça, c'est hallucinant. Ouais. Et donc, c'est un modèle de rigueur et de travail. Et alors, il gère à peu près des anciennes blessures. Il a un dos fragile, mais oui, moi, je dis respect. Et vous dites qu'il court avec vos enfants? C'est-à-dire que vos enfants... oui, j'ai mes 2 garçons qui sont dans le groupe Coupe du Monde aussi. Bon, ils ne seront pas sélectionnés là, pour les championnats du monde, mais oui, il court avec mes 2 garçons, Nils et Sam. Et je trouve ça fascinant. Et moi, je dis chapeau parce qu'en plus, il est présent. J'adorerais qu'il gagne sa première course parce qu'il a qu'une place de seconde. Il n'a jamais gagné en Coupe du Monde. Alors, s'il faut en gagner qu'une, autant que ce soit au championnat du monde. On lui dit. C'est dur d'être les fils de Luc Alphand et de faire du ski? Je sais pas. Vous savez, moi, j'ai les 3 qui courent parce qu'il y a Estelle, ma fille aussi, est en Coupe du Monde. Mais oui. Je sais pas, il faudrait leur poser la question à eux. Je pense que j'avais l'impression que c'était plus dur pour eux quand ils étaient jeunes. Et peut-être que c'est maintenant au fait plus dur parce que maintenant ils se rendent compte qu'ils sont au haut niveau et que les 2 dernières marches, la dernière marche, elle est difficile à passer. Non, j'essaye de les aider, je leur ai jamais mis la pression. Ils font ça, j'espère qu'ils font ça pas pour moi, mais parce qu'ils aiment ça.
Mais je sais pas, c'est peut-être bien quelquefois ça doit être difficile à porter, je sais pas. Alors évidemment, vous êtes un grand champion, vous avez gagné dans une même à Kitzbühel, Kitzbühel, on dit. Vous avez gagné 2 fois une même course, et puis évidemment, c'est des années et des années d'entraînement, et le drame, c'est quand on chute. Ça vous est arrivé en 97, vous le racontiez dans Tout le sport, c'était au championnat du monde de 97. Les trajectoires en tout cas sont impeccables. Non, c'est pas possible. Luc Alphand a chuté. Il y a un mouvement de terrain avec une petite compression, et dans cette compression, je fais une faute de quart. Et là, je peux vous dire que c'est fini en descente. On est à plus de 120 km/h. Tu comprends de toute façon que c'est mort. Ouais. C'est dur la chute. C'était pas la seule, mais celle-là, c'est celle qui restera une frustration, une petite frustration. Vous savez, ma carrière, je me suis arrêté après avoir gagné la Coupe du Monde. Donc d'être tombé, d'être tombé ce jour-là où tout le monde vous attend, vous êtes le favori. En plus, j'avais passé la partie la plus compliquée pour moi. Et donc, quand je suis tombé, il y a tout qui s'arrête. Vous savez, j'ai glissé et je suis allé près d'un alpine, un chasseur alpin italien, et je sais pas, je voulais lui. Il m'a regardé avec des yeux comme ça, il a vu toute la détresse dans mon regard, et j'ai mis je sais pas combien de temps pour descendre à l'arrivée, voilà. Mais ça arrive, vous savez, quand on est sur le fil du rasoir, c'est compliqué, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais aujourd'hui, vous êtes encore au bord des larmes en évoquant cette chute. Non, parce que, en fait, c'est la seule grosse frustration. Ouais. Les Jeux Olympiques, je pense que j'ai fait toutes les places de 4 à 7. Ouais. J'ai jamais fait de médaille aux Jeux, j'étais tout prêt. Au championnat du monde, j'avais déjà fait une médaille de bronze. Et c'est les courses d'un jour, elles sont toujours compliquées en ski alpin. Donc voilà, ce jour-là, bon, c'est pas passé. C'est comme ça, mais je suis pas au bord des larmes quand même. Non, tout va bien. On vous sent ému. Moi, je voulais vous faire réagir. Qu'est-ce que vous pensez des polémiques sur la neige artificielle, que des écolos râlent quand il y a pas de neige et qu'on met des canons à neige? Vous avez un avis là-dessus? Bien sûr que j'ai un avis. On habite en station, on est là. Le changement climatique, bien sûr que tout le monde le constate et le voit. La limite plus neige, elle est remontée. Il y a eu beaucoup de polémiques après les Jeux l'année dernière en Chine, à Pékin, parce qu'ils utilisaient 100% de la neige de culture. Et il faut rappeler que l'année dernière, on n'a pas eu un super hiver en France, que 80% des stations françaises utilisent cette neige de culture. Et si elle n'était pas présente chez nous, je pense qu'il y a beaucoup de gens en montagne qui souffriraient. Donc on en a besoin, j'allais dire, pour la neige, pour le ski, pour l'économie du ski en France. Et donc, on le pratique depuis longtemps. Alors, les polémiques sur l'utilisation de l'eau, la construction de réserves collinaires pour garantir un certain enneigement des stations, bien sûr que je le défends. Moi, il me semble que cette eau qui est utilisée, il y a beaucoup de mauvaises discussions, de sujets. Vous savez, on mélange de l'eau avec de l'air, on la pulvérise. Elle est posée sur le manteau neigeux de la montagne, après elle retourne en eau au printemps. Donc c'est pas une eau qui est détournée, enfin si, elle est détournée de son usage vraiment naturel, mais il n'y a pas ni de produits chimiques, on entend tellement de choses, il n'y a rien, il y a de l'air, de l'eau, et cette neige elle est là. Elle revient dans les lacs en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Elle retourne au terrain naturel, alors c'est sûr qu'elle retournera plus concentrée, une fois qu'elle a fondu, elle redescend, j'allais dire, je ne suis pas expert en eau. Mais vous dites, mais c'est surtout pour éviter les polémiques et surtout les mauvaises polémiques. Il y a des stations qui recouvrent cette neige qui est produite l'hiver avec une bâche ou de la paille. Et il y a apparemment seulement 20% de pertes dans tout l'été, elle est réutilisée. Mais je veux dire, c'est un process qui est pratiquement naturel. Cette neige qui est réutilisée assez tôt, au mois de novembre de la saison d'après, elle est simplement recouverte. Donc, elle n'est pas traitée, rien. Il n'y a pas de sujet. Un mot sur les femmes qui ne sont pas au top, les Françaises. Et puis, le phénomène Mikaela Shiffrin, qui est quand même assez incroyable. Vous pensez qu'elle peut, là encore, être gagnée encore cette fois-ci? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ces champions ou championnes d'exception? Je pense, alors un petit mot sur les Françaises d'abord. On a toujours Tessa Worley qui est notre, j'allais dire, leader du groupe féminin. Elle est présente cette année. Alors c'est sûr que Shiffrin va très très vite en géant aussi.
j'allais dire, elle a fait pratiquement des podiums. Elle est tout le temps dans les 5 premières sur la course d'un jour. Bien sûr qu'elle peut aller chercher devant. Elle arrive moins, peut-être, j'allais dire, en grosse confiance que les Shiffrin, parce que Shiffrin, elle vient de gagner pratiquement toutes les courses, sauf la dernière. 84, c'est ça, 84 victoires. Oui, voilà, je ne sais même pas, c'est pas 85. Là, j'ai loupé un épisode dans le week-end. Mais voilà, Shiffrin. Alors moi, je suis fan de Stenmark. Elle a égalé le record de Stenmark. Non, Stenmark est à 86, pas encore. Alors, elle l'égalera pas sur les championnats du monde parce que ça compte pas pour la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est une immense championne. Elle arrive à ces championnats du monde avec toute la confiance qu'il faut pour peut-être encore faire 2, 3 médailles, peut-être 4, parce que Mikaela Shiffrin, elle peut essayer le Super G et vraiment faire de super championnats du monde. Donc moi, je souhaite que nos Françaises, vous savez, il y a Romane Miradoli dans les disciplines de vitesse qui, elle, sur une belle journée, peut essayer d'aller chercher une médaille. On a Laura Gaucher aussi en vitesse. C'est vrai que le slalom féminin, on va amener des jeunes sur ces championnats du monde avec Chiara Pogno, avec des jeunes qui vraiment on a besoin pour Nastasia Noen. C'est vraiment pas j'allais dire une relève. Elle est plutôt en fin de carrière. Donc ce groupe féminin souffre depuis quelques années et maintenant on a quelques jeunes qui montent leur museau. On va suivre ça alors avec beaucoup d'attention. En tout cas, ça cartonne à chaque fois sur France Télévisions. Le ski, championnat du monde de ski alpin Courchevel-Méribel, c'est en France évidemment cette année sur France 2, France 3, France 4 avec Luc Alphand. Et puis vous serez aussi avec Alexandre Pasteur, Claire Vauquier-Ficot et puis évidemment Carole Montillet qui sera à vos côtés. Merci Luc Alphand, bon championnat et puis venez nous voir quand vous serez à Paris. Bonne journée à vous. Donc chez moi souvent à Paris. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous et dans un instant c'est Jean-Jacques Bourdin. À demain.